Donc, pour cette séance, cette première séance de révision, on va parler surtout du chapitre 2 et 3. Je n'aurai pas le temps, bien évidemment, de parler de tous les chapitres. Mais globalement, on va essayer de voir quelques schémas que je juge essentiels dans le chapitre 2. Alors, je rappelle que ce genre de schéma est important dans le sens où il met en place les choses. Aujourd'hui, vous êtes, je pense, assez clair pour voir sur ce genre de schéma plusieurs questions qui peuvent venir. C'est-à-dire, quand on constate, on fait de manière factuelle, on regarde ce schéma et on dit voilà, on est en présence de protéines transmembranaires, protéines même périphériques. Il y a deux classes qui sortent du lot, donc des protéines ici transmembranaires et ici une protéine périphérique. Alors, pourquoi on les classe dans le même lot? Parce qu'elles font partie des protéines qui appartiennent au système endomembranaire. Donc, ça veut dire, donc toutes les questions doivent fuser. Est-ce que ces protéines peuvent être N et C glycosylées? Vrai, sur leur domaine extracellulaire. Est-ce que ces protéines peuvent être O glycosylées? Oui, sur leur domaine, attention, extracellulaire. Est-ce qu'on peut avoir une O-glycosylation sur leur domaine ici cytosolique? Faux. Okay, il n'y a pas de O-glycosylation sur la partie cytosolique de protéines transmembranaires. Pour connaître l'histoire de ces protéines, ça aussi c'est très intéressant de faire ce travail. Bon, tout d'abord, juste constater qu'elles ont deux parties, une partie hydrophile, et ici aussi, et une partie hydrophobe. Ici, si vous avez bien appris votre cours sur les protéines et des acides aminés, il y a deux structures qu'on peut avoir, principales, soit les hélices alpha, qui est ici, soit en feuillet bêta. Donc ici, c'est des parties hydrophobes de ces protéines-là, de ces acides aminés qui sont ici, qui sont dans ce qu'on appelle la bicouche lipidique. Pourquoi une bicouche? Parce qu'elle a une face externe, une face intracellulaire. Et donc, dans ce schéma-là, vous connaissez maintenant l'histoire de ces protéines-là, qui ont un point commun, puisque c'est des protéines qui appartiennent au système endomembranaire. Ce sont des protéines qui ont justement reçu, découvert ce qu'on appelle un peptide signal. Toute protéine qui appartient au système endomembranaire, et je mets ici, attention, je vais oublier, la cavéoline, on va en reparler. Ce sont des protéines qui appartiennent au système endomembranaire et qui ont donc eu un peptide signal. Et donc, comme toute protéine qui a un peptide signal, donc un signal d'adressage au RE, c'est un signal d'adressage, justement, qui va lui permettre d'aller vers le RE. Et donc là, vous connaissez après le schéma classique. Okay, donc, pour vous repérer, c'est dans le chapitre 4, figure 2, ou dans le chapitre 8, voilà, vers la figure 5, on parle de ça, où justement, le peptide signal va être reconnu par le SRP. Le SRP, son nom, c'est signal de reconnaissance du peptide signal, qui est une protéine, un complexe ribonucléoprotéique. Vous voyez que j'insiste sur chaque mot, ribonucléoprotéique. Et qu'est-ce qu'il a comme particule nucléaire? Il a l'ARN 7SL. Ok, ça c'était du chapitre 11. Donc, un des ARN qui constitue donc le SRP, qui reconnaît le peptide signal, c'est l'ARN 7SL. Et dans le dernier schéma du chapitre 9, vous constatez la maturation, okay, en tout cas la maturation de l'ARN 7SL qui passe, me semble-t-il, par le nucléole. Voilà. Ça, c'était pour ceux qui ont pris de l'avance pour refaire un petit résumé. Donc ici, le SRP, lorsqu'il va reconnaître le peptide signal, il va amener la protéine, en tout cas, excusez-moi, l'ARN messager, il va l'amener, ok, qui commence à se faire synthétiser, vers le RE. Le SRP, je le rappelle, c'est une GTPase, ok, c'est-à-dire qu'il se comporte
comme une protéine G parce qu'il va hydrolyser, consommer du GTP. Et donc, il va l'amener vers le translocon, qui est donc le canal aqueux qui va permettre à la protéine de rentrer dans le RE. Ok. Donc, encore une fois, ça, c'est figure 5 du chapitre 8. Et donc, lorsque la protéine se fait synthétiser donc, dans le RE, et ben après, il va suivre une certaine maturation, d'où, par exemple, la N-glycosylation, par exemple. Qu'on voit dans le chapitre 2. La N-glycosylation ne se fait pas dans la membrane plasmique, comme on pourrait le croire, mais la N-glycosylation se fait en priorité, donc, dans le RE. Il se fait dans le RE et se voit après dans la membrane plasmique. Donc, la N et la C-glycosylation. Et après, la protéine passe par le RE, va vers le Golgi et va après ensuite, ici, chez nous, dans la membrane plasmique. C'est ce qu'on appelle le flux vectoriel, membranaire et permanent. Donc voilà, ça c'était vraiment la base et les choses importantes. Quand on voit une protéine, il faut absolument connaître vraiment son histoire. On a aussi sur ce schéma, toujours dans le même groupe, la cavéoline. Alors la cavéoline, c'est une protéine qui rentre dans la constitution de quelque chose qu'on a vu de manière très récurrente, les revêtements. Je rappelle ce que c'est un revêtement. C'est une espèce de protection qui est tout autour de la vésicule qui transporte la protéine. Donc la protéine est dans une vésicule, la vésicule transporte la protéine et tout autour, on a donc un revêtement qui s'appelle justement revêtement de cavéoline. Ce revêtement s'appelle un revêtement permanent, c'est-à-dire qu'il n'est pas déshabillé. Donc la cavéoline est une protéine, justement, protéine qui appartient au système endomembranaire et qui va permettre le revêtement. On en verra d'autres là aujourd'hui, je ne vais pas vous griller les étapes, mais c'est ce qu'on constate sur ce schéma. Qu'est-ce qu'on constate aussi sur ce schéma? C'est le GPI. Vous vous rappelez le GPI, c'est un groupement glycolipidique, qui est donc fait de sucre, de lipides, d'acides gras ici, et qui va permettre l'ancrage de protéines qui sont extracellulaires à la membrane plasmique. Donc ici, vous voyez sur ce schéma que le GPI joue un intermédiaire. Alors, ça aussi, pour ceux qui ont avancé avec moi dans les chapitres suivants, le GPI, comme la glycosylation, a une histoire. Le GPI, il ne vient pas sur la membrane plasmique comme ça du jour au lendemain. Donc ça fait partie des schémas du début du chapitre 8. Mais le GPI, la construction du GPI commence aussi au niveau du RE. Donc il commence au niveau du RE, et même pour ceux qui sont un peu plus avancés, sur la face cytosolique du RE. Donc lorsqu'il est sur la face cytosolique du RE, il va permettre justement de faire un flip-flop, vous vous souvenez de ce terme, de passer d'un feuillet à un autre, et d'aller par le flux vectoriel membranaire et permanent vers justement, reconnaître sa protéine d'abord et aller au flux vectoriel membranaire et permanent vers justement la membrane plasmique. Donc aussi, voilà, juste oublier l'idée qu'on avait ici un GPI et à un moment, il y a une protéine qui s'est greffée. Non, tout ça, c'est passé en amont dans le RE. Ça, c'est important pour situer les choses. Et puis, le deuxième groupe, en rouge, c'est tout ce qui est synthèse cytosolique. C'est-à-dire que les protéines qui sont ici, qui sont cytosoliques, et ici, cette protéine qui est accrochée de manière temporaire à la membrane plasmique, qui s'appelle les protéines G, sont des protéines qui subissent une synthèse de manière complètement différente des autres. Ici, ce n'est pas un peptide signal qui permet justement l'attraction de cette protéine, mais c'est un ribosome justement, là ici libre, pas associé au RE, qui va permettre la synthèse dans le cytosol de ces protéines de manière beaucoup plus simple et moins complexe que la précédente. Il n'y a ni de peptide signal, ni de SRP, ni de translocon. Ça se fait tout dans le cytosol. Et ici, on a une protéine donc, qui est périphérique au niveau de la membrane plasmique. Et ici, on a une protéine G. Je rappelle que la protéine G, ce sont un type de protéine cytosolique à ancrage temporaire à la membrane plasmique.
Alors, les protéines G dans le chapitre 2, est-ce qu'on en voit alors, je vous en avais parlé d'une spécifiquement dans le chapitre 2. C'est la protéine G, Rho. Okay. Rappelez-vous, la protéine G monomérique Rho, c'est la protéine G qu'on retrouve dans le chapitre 2 entre les lignes. Hein, bien évidemment, c'est moi qui voulais insuffler avant que vous voyez dans le chapitre 7. La protéine G Rho, c'est celle qui va organiser le cytosquelette. Donc ça, pour les gens qui veulent encore une fois se référer au schéma, c'est d'abord dans la figure 9 du chapitre 2 qu'on va voir de suite. Ok, je vais abandonner ce schéma, on va arriver dans la figure 2 du chapitre 9. On va revoir ça. Je crois que c'est figure 9, si je ne me trompe pas. Hein, mais... Voilà, figure 9, voilà. Donc dans cette figure 9, entre les lignes, on voit la protéine G Rho. Alors, on va dire comment? Alors, je répète, la protéine G Rho, c'est une protéine cytosolique à ancrage temporaire, comme toutes les protéines G, qui est responsable de l'organisation du cytosquelette. Comment? En ayant été activée par l'intégrine, okay, qui est une SAM ici, qui, lorsqu'il se connecte à la matrice extracellulaire, va justement activer cette protéine G Rho. Donc, ça, c'est chapitre 7, figure 14, vous le reverrez. Lorsque l'intégrine, qui est une SAM ou une CAM, mais ici dans le cas d'une SAM, se lie à la matrice extracellulaire, elle va activer la protéine G Rho qui va activer le cytosquelette. Donc, si je m'arrête sur ce schéma, okay, parce que là, j'ai vu une partie de ce schéma, on voit dans ce schéma ce qui s'appelle la transduction mécanochimique. C'est quoi la transduction mécanochimique? Dans les mots, c'est la diffusion d'un signal à partir d'un contact mécanique, ici ou ici. Donc, contact mécanique et diffusion chimique au reste, à l'intérieur de la cellule. D'accord? Donc, on va prendre un exemple. On va prendre ici l'intégrine qui se fixe à la matrice extracellulaire, qui va activer la protéine G Rho, qui va elle-même activer le cytosquelette. Et c'est ça ce qu'on appelle la transduction mécanochimique. Okay. Pareil, on peut avoir ici une CAM qui va se lier à une autre CAM, donc par exemple deux immunoglobulines entre elles, par exemple, ou même deux intégrines entre elles. Elle va diffuser un message, peut-être un FRT, qui va aller au noyau et qui va transcrire le gène, l'ADN, pour justement corriger quelque chose ici, un défaut ou le message qui a été envoyé. C'est ça la transduction mécanochimique. Okay. Et aussi, dans le chapitre 11, on l'a bien vu tous ensemble, l'importance des protéines kinases, des protéines qui sont responsables de la phosphorylation, cette transduction mécanochimique. On a un contact à l'extérieur, on va le diffuser, on va le transmettre à l'intérieur. Okay. Donc ça faisait partie des choses importantes, justement, pour revenir à la protéine G Rho. En parlant, alors attendez, juste pourquoi je parle de ça, en parlant de la protéine G, de la protéine kinase, elle joue un rôle dans les phosphorylations. Alors, je vais vous montrer un schéma juste au début, voilà. Alors, pourquoi je vous montre ce schéma? Parce que dans ce schéma, on vous montre une protéine transmembranaire. Vous la voyez ici. En fait, il y a trois protéines ici. Une deuxième ici, cytosolique, et ici, une troisième, extracellulaire. Donc ici, ces protéines-là, peuvent avoir ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles. Alors, je fais une parenthèse. Au début de l'année, sur les cours importants, je vous avais envoyé pas mal de fiches de cours qui, au fur et à mesure, il y en a un peu moins besoin, mais je vous en renverrai quelques autres d'autres que j'ai faites moi, mais j'attends que ce soit le bon moment. Donc, pour ceux qui ont pris un peu le train en marche, n'hésitez pas à me demander certaines fiches sur le chapitre 2, 3 justement, ou 4.
ça peut vous aider de bien ancrer les choses. Donc, il y a ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire que la protéine est traduite. Donc, traduction, okay, bon. Bah, après la traduction, on peut lui rajouter, par exemple, les sucres dont on a parlé tout à l'heure, la N-glycosylation, la C-glycosylation, la O-glycosylation. On peut aussi donc rajouter ce qu'on appelle des phosphates, c'est ce qu'on appelle la phosphorylation. Et on peut aussi rajouter ce qu'on appelle des ponts disulfures, okay, que vous voyez ici. C'est quoi ces ponts disulfures? Ça permet de mettre une architecture à la protéine la plus correcte possible. C'est-à-dire que ici, il faut bien imaginer qu'une protéine, c'est chaque fois en version, c'est en version 3D une protéine, c'est pas en 2D comme vous voyez ici. Donc en 3D, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la protéine, elle peut justement avoir une forme où, par exemple, ici dans ce schéma-là, ce côté-là va être en contact avec ce côté-là. Or, ils sont très éloignés en 2D, mais en 3D, ils peuvent être très proches, comme ce côté-là et ce côté-là peuvent être très proches en 3D. Et ces ponts disulfures, ils vont se servir à ça. Alors, bon, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez le noter. Bon, ceux qui ne savent pas, il faut noter tout. Ceux qui le savent, j'espère que ça va vous faire une bonne révision. Mais on va dire chose par chose. La N-glycosylation se retrouve toujours à l'extérieur. La C-glycosylation se retrouve toujours à l'extérieur. La O-glycosylation peut se retrouver à l'extérieur, donc on peut le retrouver ici, mais aussi la O-glycosylation peut se mettre aussi sur une protéine cytosolique. Okay, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'exception de la glycosylation, c'est-à-dire que de manière générale, la glycosylation, c'est toujours à l'extérieur. Mais il y a l'exception, qui est donc la O-glycosylation, qui peut se retrouver non pas sur le domaine intracellulaire de protéines transmembranaires, mais sur une protéine qui est complètement cytosolique. Donc ça, c'était glycosylation. La phosphorylation, elle, donc obtenue par les kinases, c'est pour ça que j'en parle, c'est que sur le domaine intracellulaire. C'est-à-dire que pour les gens qui ont suivi les cours depuis le début, à chaque fois qu'on voit une phosphorylation, c'est jamais en extracellulaire. C'est toujours en intracellulaire. Donc ça, c'est important. Et enfin, les ponts disulfures, okay, se retrouvent que aussi en extracellulaire. Donc, rappelez-moi, quelle est la protéine qui joue un rôle dans les ponts disulfures, qui permet la fabrication des ponts disulfures? C'est PDI? Très bien, c'est PDI. Alors, pour ceux qui suivent les cours depuis le début avec moi, pour ceux qui ne savaient pas ou qui avaient oublié ou quoi que ce soit que PDI joue un rôle dans les ponts disulfures, ça m'inquiète un peu. Parce que PDI, j'en ai parlé beaucoup de fois. Normalement, vous êtes censé maintenant le maîtriser. Donc, je rappelle, PDI, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une protéine de la famille des chaperons. C'est une protéine soluble du RE. Okay, donc, c'est une protéine qui est dans le RE, qui est soluble, okay, qui n'est pas accrochée à une membrane, et qui permet de fabriquer lors de la synthèse, la néosynthèse de la protéine, les ponts disulfures. Donc, encore une fois, toutes ces modifications post-traductionnelles se font en amont, okay, soit dans le RE, soit dans le Golgi. Pourquoi? Parce que la N et la C-glycosylation se passent dans le RE, alors que la O-glycosylation, lorsque la O-glycosylation se met sur la protéine, ça se passe dans le Golgi, si c'est une protéine ici transmembranaire, ou si c'est une protéine cytosolique, okay, ça se passe dans le cytosol. Donc finalement, la O-glycosylation peut se retrouver à deux endroits, soit dans le Golgi, pour une protéine transmembranaire, soit dans le cytosol, si c'est une protéine cytosolique. D'accord? Donc ça, il faut que vraiment ça soit assez clair. Je m'amuserai d'ailleurs la prochaine fois, et ça serait bien de corriger quelques QCM en UE2 sur les annales. Okay, c'est intéressant de voir parce que quand vous faites les annales, en fait, vous constatez que sur ce genre de schéma qui est déjà tourné en annales, il y a des questions qui vous reviennent. Par exemple, ici, on vous montrait ici, vous voyez que ça, c'est hydrophobe. Hein. Ça, c'est l'acide gras, disons. Et ça aussi, c'est l'acide gras. Et on disait que sur cette zone-là, est-ce qu'on peut avoir un sucre ici?
Alors, a priori, non. Okay, les sucres, c'est que sur la face extracellulaire. On peut avoir un sucre sur la face intracellulaire que sur une protéine qui est complètement cytosolique. Bon. Donc ici, c'était un bref résumé de tout ça. Ici, vous voyez ce schéma, le détail de ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire que les trois types de glycosylation, la N-glycosylation, la C-glycosylation ou la O-glycosylation. Alors, la O-glycosylation se fait, donc, je répète, soit dans le Golgi, alors, médian et trans, okay, ou trans, pas dans le cis, okay, médian ou trans, ou dans le cytosol, okay, et se fait sur un résidu de sérine ou tréonine. Okay, c'est un des acides aminés, ça aussi. Si ça ne vous parle pas, ça veut dire que vous n'avez pas vu le cours sur les acides aminés, donc ce n'est pas grave, mais il faudra apprendre les acides aminés. Normalement, vous devrez le savoir. La C-glycosylation et la N-glycosylation se fait sur le REG, dans le REG. La C sur le tryptophane et la N-glycosylation sur l'asparagine, qui est l'acide aminé asparagine. OK? Donc, pourquoi N? Parce que c'est sur un atome d'azote. Pourquoi C sur un atome de carbone? Et le O sur un atome d'oxygène. Alors, c'est intéressant de voir ce schéma avec le dernier schéma dans le chapitre 2. Dans le chapitre 2. Ah, c'est dommage qu'on ne voit pas bien là. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas bien. Mais dans le cours que je vous ai envoyé, la fiche, on le voit bien ce schéma là. C'est celui-là, c'est le dernier schéma. Voilà, je ne vais pas le commander puisqu'il est un peu coupé. Mais il faut impérativement que vous le voyez. Mais il est sur la fiche que je vous ai envoyée. Donc là, pareil, si vous n'avez pas la fiche, je vous l'enverrai. Donc, ce qui est important aussi, ce que je voulais voir aussi dans tout ce qui est chapitre 2, il faut absolument que vous maîtrisiez toutes les CAM et les SAM. Une CAM, c'est une protéine transmembranaire qui lie deux cellules entre elles. Une SAM, okay, c'est ce qui lie la cellule et la matrice extracellulaire. Donc, il y a 4 CAM ou SAM qu'il faut connaître parfaitement. Il y a l'immunoglobuline, et je ne vais pas m'arrêter sur ça aujourd'hui, ce n'est pas le but, j'essaierai une autre fois, mais ce n'est pas le but, c'est juste à apprendre. C'est l'immunoglobuline, l'intégrine, les deux peuvent être CAM ou SAM, juste. C'est pour ça que j'ai dit, j'en parle ensemble. On peut avoir donc la sélectine, qui peut être qu'une CAM, et la cadérine, qui peut être aussi donc qu'une CAM. Okay, pour faire un résumé, toutes ces CAM et SAM sont toutes calcium dépendantes, c'est-à-dire qu'elle permet de lier donc deux protéines entre elles, en tout cas elle permet de se lier grâce à du calcium. C'est ça que ça veut dire calcium dépendant. Par contre, une SAM, excusez-moi du bruit, par contre une SAM, excusez-moi, l'immunoglobuline, elle peut avoir un côté calcium, une adhérence calcium indépendante. C'est-à-dire, en gros, et vous le verrez dans les schémas, c'est l'exception, deux CAM-IG entre elles, ou une CAM-IG avec la matrice extracellulaire, c'est sans calcium. Donc, je répète, il y a du calcium de partout pour les adhérences avec les CAM et les SAM, sauf lorsqu'une CAM-IG, une immunoglobuline, se lie avec une autre immunoglobuline, ou une immunoglobuline se lie avec donc la matrice extracellulaire. C'est l'exception où il n'y a pas justement de calcium. Si je dois vous faire un résumé général de ça, c'est presque ça qu'il faut retenir. Bon. La figure 12 est très importante. Je vais parler brièvement des jonctions pour faire un point. Là aussi, les jonctions, ça fait partie des choses importantes. Alors, dans mes cours YouTube que j'ai donnés, vous verrez que j'ai parlé du chapitre 2, j'ai fini le chapitre 2 en n'incluant pas les jonctions. Je suis directement passé au chapitre 4. Et par la suite, je suis revenu aux jonctions et chaque fois, il faut essayer de voir les jonctions avec le chapitre 3. C'est pour ça que je vais le voir aujourd'hui. Par exemple, dans ce schéma, dans le chapitre 12, on voit 3 jonctions. Il y a, en plus de ces 3 jonctions, 2 autres jonctions. Donc, il y a 5 jonctions qu'il faut connaître parfaitement. La jonction serrée,
jonction donc communicante qu'on ne voit pas ici, on va décrire un peu aujourd'hui, jonction intermédiaire, jonction desmosome, ça fait 4, et jonction hémidesmosome. Donc, il n'y en a pas 1000 de jonctions qu'il faut connaître, il n'y en a que 5. Et sur ces 5, okay, eh ben, il faut apprendre chacune leurs caractéristiques. Alors là aussi, hein, en termes de méthodologie, n'essayez pas d'apprendre tout parfaitement d'un coup, ça ne sert à rien. Même si vous prenez le temps, vous dites, allez, aujourd'hui, soyez organisé. Aujourd'hui, voilà, je fais 2 jonctions et je les sais parfaitement. Demain, vous allez dire, je vais en faire encore 2 de jonctions. Okay, comme ça, vous séparez. Et ça, c'est important la méthodologie parce que si vous concentrez tout en même temps, c'est là où on fait un peu des catastrophes. Donc, dans ce schéma, on voit la jonction serrée. Alors, de tête, qu'est-ce qu'on peut dire sur la jonction serrée? Et c'est là où on peut dire le plus de choses. Dans une jonction, d'abord, il faut savoir si elle est étroite ou elle est large. Okay, donc là, encore une fois, hein, les premiers cours des jonctions, je prends le temps. Bon, là, vous êtes censé l'avoir vu. Donc, une jonction, c'est qu'elle est large ou elle est étroite. Donc, une jonction serrée, elle est étroite. La forme de la jonction, est-ce qu'elle est en type zonula, okay, ou type macula, okay, bande complète ou rond? Ici, la jonction serrée, c'est une zonula. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est les protéines qui sont à l'intérieur. Jonction serrée, il y a occludine et claudine, 4 domaines transmembranaires et jonction calcium indépendant. Ça, c'est le troisième élément qu'il faut savoir. Et quatrième élément, par quel type de cytosquelette ces jonctions sont reliées au reste de la cellule? Ici, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des cytosquelettes qui partent d'ici, qui partent d'ici, qui partent d'ici, qui partent d'ici. Et ce n'est pas les mêmes. Ici, c'est les mêmes, c'est les microfilaments d'actine. Donc, jonctions serrées sont reliées au reste par les microfilaments d'actine. Jonction intermédiaire aussi. Mais ici, c'est les filaments intermédiaires qu'on va voir de suite. Donc, jonction serrée, c'est aussi, dernière chose qu'il faut savoir sur la jonction serrée, c'est qu'elle se situe au pôle apical, donc tout en haut de la cellule, et ce qu'on appelle un radiolipidique. Donc ici, si on fait un peu un résumé, c'est tout marqué dans ces schémas-là. Voilà, donc pour résumer la jonction serrée, c'est ici, donc occludine-claudine, jonction serrée, reliée au microfilament d'actine. On peut retrouver des camigées dans ces jonctions serrées, ce n'est pas un problème. Vous voyez ici, si je vous pose la question ici, quel type, est-ce que c'est calcium dépendant? C'est faux, c'est calcium indépendant. Okay, donc jonction étroite de type zonula, radiolipidique. Elle s'occupe aussi du transport paracellulaire ici. Vous imaginez qu'il y a une cellule là, une autre cellule là. Ben ici, elle s'occupe du transport paracellulaire et donc ça, c'est important. Voilà. Donc après, la jonction communicante, on reste dans le même type de jonction. Jonction étroite, jonction avec une protéine à l'intérieur qui s'appelle l'occludine, qui a 4 domaines transmembranaires. Et l'occludine, par contre, elle a une particularité, c'est qu'elle est calcium dépendante, par contre. Okay, donc ça c'est important. Puis, la jonction communicante, elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas en forme de zonula, elle est en forme de macula. Donc ici, si on voit les choses, hop, ici, donc ça c'est la jonction communicante, okay, qui a donc la connexine avec les connexions et des connexons. Et ici, elle fait passer que des molécules qui sont inférieures à 1000 Dalton. Alors, je voulais aussi vous montrer quelque chose sur la jonction communicante. Bon, peu importe. On y reviendra. Ouais, je voulais juste vous montrer là. Ah voilà, c'est ça. Donc ici, vous voyez la forme ici. C'est une jonction donc gap, une jonction communicante qui est en forme de macula. Ok. Donc ça, c'est important. Jonction intermédiaire. Donc ici, on le voit dans le schéma, dans la figure 12. Jonction large. Ok. Donc jonction large, ça veut dire donc espace large avec des protéines intérieures, des camigées ou des cadérines, qui est relié au filament de microfilament d'actine. Et ici, on a un truc très important ici, qui sont des jonctions denses. Okay, les jonctions denses sont particulières aux jonctions larges.
Okay, donc ça, c'est la jonction intermédiaire. Vous le voyez ici. Vous pouvez voir, si on veut voir sa tête. Ici, donc la jonction large. Vous voyez qu'il y a des camigés, vous voyez qu'il y a des cadérines, et c'est calcium dépendant ici. Et là, pareil, ça serait calcium indépendant. Ici, si c'est une jonction intermédiaire, ici, c'est ce qu'on appelle le microfilament d'actine. Par contre, si c'est une jonction desmosome, c'est la dernière jonction desmosome, elle est reliée au filament intermédiaire de cytokératine. Pareil ici, comme dans la jonction intermédiaire, on a une jonction large. Desmosome, c'est en type macula, vous le voyez ici, donc ronde. Et à l'intérieur, des cadérines et des camigés. Enfin, ici, en bas, vous voyez, on le verra, bon, il y a un schéma qui le montre, l'hémidesmosome, qui, elle, l'hémidesmosome est une jonction, ok, la jonction qui est riche en camigés, mais surtout en intégrine. Donc, la particularité de la jonction hémidesmosome, c'est qu'elle est riche en protéine qui s'appelle l'intégrine. Ok, donc, vous le voyez ici, hop, sur ce schéma. Donc là, c'est la desmosome. Donc ça, tous ces schémas, il faut les apprendre parfaitement. Et ça, c'est l'hémidesmosome qui est riche en intégrine. Et vous voyez que les desmosomes et les hémidesmosomes communiquent entre elles par les filaments intermédiaires de cytokératine. Alors, pourquoi aussi je voulais voir ce schéma? Parce que justement, je voulais faire le lien avec la figure 3, le chapitre 3, justement, où vous devez parfaitement, je dis bien parfaitement, apprendre la figure, je crois, 10 du chapitre 3. Voilà, la figure 10, qui résume un peu tout ce qu'on vient de dire tout à l'heure, avec la jonction serrée, jonction intermédiaire, donc des jonctions, une large et une serrée, jonction desmosome, jonction large, ok. Ici, c'est microfilament d'actine, ici, c'est filament intermédiaire. Relié ici, regardez, à l'hémidesmosome riche en intégrine. Vous la reconnaissez avec les deux sous-unités d'intégrine. Ok. Ici, c'est le pôle basolatéral, ici, le pôle basal, et en haut, le pôle apical. Je rappelle qu'ici, en bas, c'est la matrice extracellulaire. C'est ce qu'on appelle le milieu intérieur. Et dans ce genre de schéma, il faut que vous sachiez décrire tout. Okay, desmosome, c'est type macula. Communicante, vous voyez que communicante, faites attention, il ne faut pas tomber dans un piège. La communicante, elle n'est pas reliée au cytosquelette. Vous voyez, elle fait juste communiquer deux cytosols entre eux. Okay, et il faut que ça soit inférieur à 1000 Dalton. Donc ici, on a donc les différents pôles. Donc il faut connaître la largeur, la largeur des jonctions, les protéines qui sont à l'intérieur, etc., etc. Donc, ça, vraiment, en termes de méthodologie, c'est très important. Et enfin, la figure 12 est aussi dans le chapitre 3 vraiment très importante, puisque la figure 12, elle nous parle de toutes les communications entre les cellules, entre elles, et même dans la cellule elle-même. Donc, vous connaissez plusieurs types de communication. Ici, c'est l'endocytose ou l'exocytose. Ok, c'est quoi? C'est l'exocytose quand j'envoie à l'extérieur, endocytose quand ça rentre. Donc, je ne sais pas quelle est l'endocytose ou l'exocytose, peu importe, ça peut être les deux ici. Soit ça peut sortir, soit ça peut rentrer, peu importe. Ici, on a ce qu'on appelle la transcytose. La transcytose, c'est quand il y a d'abord une endocytose, puis après une exocytose, ou l'inverse. Okay, d'abord ici une endocytose, puis après une exocytose, ce qu'on appelle ici la transcytose. Tout ce qui est avec vésicule, je le rappelle, tout ce qui est avec vésicule, ici, tous les petits points, c'est des protéines, tous les petits points, c'est des protéines. Ça fait partie du système endomembranaire. Ça n'existe pas qu'il y ait un transport de vésicule sans participation du système endomembranaire, c'est-à-dire RE, Golgi, lysosome, etc., etc. Donc ça, c'est dans le chapitre 8 qu'on détaille ça dans la précision la plus ultime. Mais ici, ce qu'on appelle ici système endomembranaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des échanges de vésicules. Mais il y a des fois des protéines qui passent à travers une perméase directement. Okay, donc ça, par exemple, une perméase ABC. Okay, pourquoi ABC? Parce qu'elle consomme de l'ATP. Je rappelle que c'est quoi l'ATP? C'est une molécule énergétique. Okay,
Donc, molécule énergétique, c'est l'ATP ou le GTP qu'on a parlé tout à l'heure. Okay, ça peut être deux molécules énergétiques différentes. Et ici, donc, quand on est dans le cytosol, on ne passe pas par une vésicule. Okay, on a une protéine cytosol, on passe par une perméase directement. Okay, donc ça, c'est important de bien faire la différence. Ici, ça peut être quoi? Par exemple, ça peut être une hormone stéroïde. Pour ceux qui avancent un peu, vous allez dans le chapitre 5, figure 9, et vous verrez comment une protéine, une hormone, peut passer à travers une perméase ABC directement. Ok? Ça, on le reverra. Et enfin, il y a deux autres moyens de communication, de diffusion. C'est la diffusion ici. Bon, par exemple, un gaz qu'on a vu dans le chapitre 11 peut diffuser sans aucun moyen, sans vésicule, sans perméase, sans rien. Okay, ici, alors je fais un feedback. Ici, c'est une sécrétion. Alors, dans les deux sécrétions que je viens de parler, ça peut être une sécrétion autocrine de la cellule elle-même. Ça peut être une sécrétion paracrine d'une cellule à une autre cellule, ou une sécrétion endocrine. C'est quoi une sécrétion endocrine? Ça passe par le sang. Okay, endocrine, par exemple, l'hormone en question, l'hormone stéroïde en question, passe par la sécrétion endocrine pour aller vers une autre cellule. Donc, passe par la circulation sanguine pour aller vers une autre cellule. Donc là, on constate finalement que la matrice extracellulaire, c'est ce qu'on appelle le milieu intérieur. Donc, faites attention au vocabulaire. Et le dessus, on va dire, de la cellule, au-delà du pôle apical, c'est ce qu'on appelle le milieu extérieur. Et ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle l'apocrinie. Alors, l'apocrinie, c'est aussi un mode d'exportation d'un élément cytosolique, okay, il n'y a pas de vésicule pour ça, il n'y a pas de vésicule pour ça. Mais par contre, quand il va sortir, il va prendre avec lui une partie de la membrane plasmique. Donc, il va sortir par une déformation de la membrane plasmique. Donc, c'est un peu un cas à part, parce que quand on est une protéine cytosolique, on n'a pas besoin, okay, on n'a pas besoin que la membrane ici se déforme. Okay. Mais par contre, ici, l'apocrinie, on en a besoin. Et donc, l'apocrinie sort soit au pôle apical ici, soit il peut sortir au pôle basolatéral ici. Et l'apocrinie, c'est le mode de bourgeonnement préféré des virus. Okay. Et ici, c'est le dernier schéma qu'on va voir là maintenant. Ici, on est dans un cas, puisque le virus est un mot à la mode, on est dans le cas où le virus, lorsqu'il a infecté une cellule, il va trouver un moyen d'aller sortir de la cellule. Comment il va sortir de la cellule pour infecter une autre cellule? Il va sortir par un phénomène qu'on appelle le phénomène d'apocrinie. C'est quoi ce phénomène d'apocrinie? C'est deux étapes, en fait. Première étape, le virus, quand il a infecté sa cellule, il va au niveau du gène et il va synthétiser des ARN viraux. Ces ARN viraux vont synthétiser des protéines virales. Okay, donc, je répète, le virus va infecter l'ADN. L'ADN, il va fabriquer des ARN viraux et l'ARN viral va former une protéine virale. Ces protéines virales vont être synthétisées et vont être exocitées par le flux vectoriel membranaire et permanent classique, okay, vers la membrane plasmique. Vers où? Vers les radolipidiques. Donc, on a ici des glycoprotéines virales, okay, des mauvaises glycoprotéines, qui sont tranquilles dans des radolipidiques ici, au niveau de la membrane plasmique. Elles vont former ce qu'on appelle un petit coussin. Vous voyez ici, un petit coussin. Donc, quand elle a fait cette première étape, quand le virus a fait cette première étape, il va pouvoir sortir. Donc, l'élément cytosolique qu'on a vu juste avant, je reviens ici, l'élément cytosolique est ici, okay, on va dire que c'est la capside virale, a maintenant mis son coussin de glycoprotéine virale et va sortir avec une déformation de la membrane plasmique. Okay, il bourgeonne, ce qu'on appelle par apocrinie. Donc, si c'est le virus de la grippe, il va bourgeonner au pôle apical. Si c'est le virus de la stomatite, okay, il va bourgeonner au pôle basolatéral. Okay. Donc, l'apocrinie,
on va voir, bon, en tout cas ceux qui ont vu les cours depuis le début, on a vu comment un virus rentrait, comment un virus infecte la cellule, et là on voit comment le virus sort de la cellule. Donc là, il sort chaque fois par apocrinie. Il rentre, on l'avait vu dans le chapitre 7, soit il rentre par endocytose, soit par fusion, ça on l'avait vu. Mais ici, c'est le mode de sortie du virus. Et après, ce virus-là, quand il va sortir, il va aller dans une autre cellule, etc. etc. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était vraiment les différents liens que je pouvais faire entre chapitre 2 et 3, qui est, je pense, important. La prochaine fois, on verra, donc on fera une révision encore à la fin du chapitre 2 de tout ce qui est exocytose, parce que ça aussi c'est important, hein, les différents types d'exocytose, mais je veux vraiment que vous travaillez en amont, parce que toute la partie transport sans ou avec mouvement de la membrane plasmique est vraiment capitale pour ancrer les choses, pour comprendre de quoi on parle. Okay, parce que ici, par exemple, on a transport sans déformation de la membrane plasmique. Tout ça, c'est des particules, par exemple, cytosoliques. Okay, quand il y a un mouvement de la membrane plasmique, à part l'apocrinie, bien évidemment, ben, chaque fois, ça va être des éléments du système endomembranaire. Comme ici, tout ça, ça communique, okay, avec le système endomembranaire, ici, soit une exocytose régulée, soit une exocytose constitutive. Okay, donc, soit exocytose constitutive, c'est une petite quantité qui va sortir, régulée, c'est une grande quantité qui va sortir. Voilà, donc aujourd'hui c'était donc le premier cours voilà, j'espère d'une série sympathique qu'on va voir régulièrement, en tout cas ensemble dans les semaines à venir. Et encore une fois, je ne vous lâcherai pas au mois de juillet. Pour ceux qui veulent faire régulièrement une fois par semaine de la BioC, vous aurez ce petit résumé. Mais par contre, j'aimerais vraiment qu'il y ait une participation de votre part dans les questions. Que je veux, là aujourd'hui c'est trop tard, mais je veux que la prochaine fois, au niveau du cours, quand je commence un cours, vous me disiez, voilà, Dan, moi j'aimerais voir cette partie-là. J'aimerais voir ça parce que ça m'a posé une difficulté et j'improviserai, même si ça me demande plus, ça fait des années que ça ne me demande pas de préparation à la BioC, donc il n'y a aucun problème. Tout et on verra ensemble. Ok? Donc bon courage à tous. J'arrête l'enregistrement. Bon courage à tous.